Le dernier épisode, il est vraiment dédié à la construction de ton modèle économique dans le cadre d'un projet à impact. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que dans le cadre d'un projet à impact, ton bénéficiaire n'est pas toujours ton client. Ton bénéficiaire est la personne qui bénéficie de ton produit, de ton service, mais pour autant, le projet, l'action peut être financée par un tiers. Nous, chez Enactus, on utilise 5 grands formats de modèle économique pour t'aider à comprendre tout ça. Le premier format, c'est le modèle traditionnel classique où le bénéficiaire est confondu avec le client. C'est le cas de la vente et c'est ce que tu expérimentes à chaque fois que tu achètes un produit en magasin directement, à chaque fois que tu paies pour avoir une action qui va te revenir directement. Par contre, il existe 4 autres modèles qui sont un petit peu plus subtils. Dans une entreprise à impact, il existe aussi un modèle où l'offre est gratuite pour le bénéficiaire. Dans ce cadre-là, le bénéficiaire reçoit le produit, le service de manière totalement gratuite, mais le financement de cette action est pris en compte par un client tiers. Un autre modèle propose le système de prix différencié. Dans ce cadre-là, tes bénéficiaires vont payer un prix A, qui va être peut-être parfois symbolique ou qui va permettre de contribuer au financement du projet. En revanche, tu vas trouver d'autres bénéficiaires ou d'autres clients qui vont payer un prix B supérieur au prix A qui va te permettre de compléter ton modèle. Un troisième modèle différentiel n'est pas celui des prix différenciés mais des offres différenciées. Dans ce contexte-là, tu peux proposer une offre qui va être gratuite pour tes bénéficiaires, mais pour aller financer tout ça, tu vas aller délivrer une seconde offre payante à destination d'une autre cible. Dernier modèle, c'est celui qui jongle un peu entre les deux, c'est l'offre mixte qui va proposer un premier produit à des bénéficiaires qui vont en être les clients mais qui ne va pas être suffisant pour financer et assurer la pérennité de toute la structure. Et donc du coup, tu peux aller proposer une seconde offre qui va générer beaucoup plus de revenus et qui va te permettre de rentrer dans tes clous. On écoute nos entrepreneurs sur la manière dont eux ont construit leur modèle. Aujourd'hui, les clients, donc ça va être les restaurateurs, et les bénéficiaires, ce sera les utilisateurs, les consommateurs en fait du restaurant. Mes clients ne sont pas mes bénéficiaires. Mes bénéficiaires, c'est les collaborateurs en entreprise. Mes clients, ça va être plutôt les RH ou les managers, les directions RSE, donc les directions d'entreprise. Aujourd'hui, on est en plein travail sur le modèle économique, mais c'est aussi parce que, comme on est une entreprise de service, on a beaucoup de coûts humains. Et donc, du coup, on a toujours tendance à se sous-estimer dans le coût humain en disant « Non, mais nous, on n'arrêtait pas de répéter à un moment avec Hélène, non, mais nous, on n'a pas trop de charges fixes. » Bah si, en fait, on a nos salaires. Donc, du coup, moi, j'ai 2 offres. Qui sont c'est le chatbot, donc le chatbot de collecte de dons pour les petites associations caritatives. Et j'ai une deuxième offre qui est une marque blanche en fait que je vends aux ONG, qui est en fait un chatbot. Je leur propose d'intégrer un chatbot en tant que système de collecte de dons pour leurs antennes locales. Cette distinction bénéficiaire-client, elle est importante, elle n'est pas toujours évidente. Ouais. En l'occurrence, cette question, on se la pose encore sur Allo Louis, donc le service d'aide aux seniors. Aujourd'hui, la prestation, on la propose directement à destination des seniors en leur disant voilà, on vous met à disposition ce numéro de téléphone, vous nous appelez, vous nous faites part d'un besoin, on intervient, mais c'est vous qui prenez en charge justement les frais. Mais on se dit aussi que c'est une offre qui peut être intéressante, qui peut créer de la valeur pour les enfants en fait de ces seniors qui parfois souffrent en fait de culpabilité d'être trop loin de leurs parents, qui sont prêts à prendre en charge justement ces dépenses-là qui peuvent parfois être trop importantes pour des seniors avec petite retraite, avec petit budget. Alors, si distinction bénéficiaire-client, il faut prendre en considération que le service, le produit doit apporter de la valeur de chaque côté. Côté bénéficiaire, donc la notion d'impact, elle est assez rapidement évidente, mais côté client, faut savoir que c'est quelqu'un qui va payer et qui va payer pour quelque chose. Donc il va falloir aller chercher une autre proposition de valeur. En l'occurrence, pour Allo Louis, c'est ça, c'est en gros assurer la tranquillité côté de l'enfant, savoir que son parent en fait a un numéro de téléphone à disposition qui va répondre justement à ses besoins. Demande-toi déjà qui sont tes bénéficiaires et qui sont tes clients. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Demande-toi si tes bénéficiaires sont en capacité de payer pour ton service ou pour ton produit. Et sinon, qui a intérêt, quel autre interlocuteur a intérêt à ce que ces bénéficiaires
puisse être aidé à travers ton projet. Maintenant, la question est de te poser comment tu génères des revenus. Plus tu génères de revenus, plus tu as de possibilités. Ça, c'est assez simple à comprendre. Tu peux commencer dès le prototype à générer des revenus qui vont te permettre de financer en partie ton activité. Ce qui est important, c'est de te dire comment et par quels moyens tu génères des revenus. Il existe pour ça plein de formes. La forme la plus traditionnelle, c'est la vente directe, mais tu as aussi d'autres systèmes, comme la location, le système d'abonnement, les commissions, le droit de licence pour ce qui est des logiciels, ou encore la publicité et le sponsoring. Tous ces modèles de revenus-là te permettent de générer à un moment donné des ressources financières pour assurer la pérennité de ton projet. Notre modèle économique, c'est la vente, donc on se rémunère comme ça. Plus en fait on a un volume important de couverts, plus le prix sera diminué. Et ça, c'est hyper intéressant de savoir aujourd'hui d'interroger l'industriel sur combien il va pouvoir faire de couverts pour qu'on on se fixe un nombre de couverts par an. Est-ce qu'on va faire 20 000? Est-ce qu'on va faire 50 000? Donc ça dépend de lui ce qu'il est capable de produire en un an pour l'année 2020 pour qu'on se fixe le nombre de clients auxquels on peut s'adresser. Aujourd'hui, la source de revenus, c'est la vente directe des parcours aux entreprises. On est vraiment dans cette réflexion-là et plus une réflexion, pourquoi pas, d'abonnement à un service, notamment sur l'animation de communauté. Comment est-ce qu'on peut aussi diversifier, pas avoir que des choses ponctuelles, ce qui empêche de pouvoir prévoir un peu sur le long terme, parce que au moment où les contrats rentrent plus, on va pas ne pas se payer pendant un mois, quoi. Donc sur le chatbot en fait, que j'ai présenté au début, en fait, on se rémunère via une commission qu'on prend sur le don, donc de l'ordre de 18%. Et c'est comme ça qu'on s'autofinance. Après, c'est une commission qui est dégressive selon nos coûts fixes en fait. Plus vite on a de dons, plus vite on fait baisser cette commission. Et pour notre deuxième offre, là c'est un abonnement en fait qu'on vend à des ONG en tant que système de collecte de dons en marque blanche. Moi, je suis assez attaché à l'offre abonnement qui assure clairement une pérennité en fait sur la viabilité du modèle. Elle effraie un peu justement ces seniors en tant que client pour une raison assez simple, c'est qu'en fait il est difficile pour un senior déjà d'identifier ses propres besoins. Ça les renvoie aussi à une condition parfois assez limitée physiquement et c'est pas forcément agréable pour eux d'avoir accepté qu'ils ont besoin d'aide et donc de se dire oui je vais prendre l'abonnement parce que je sais que chaque semaine je vais avoir un problème, je vais avoir en tout cas besoin d'aide. C'est difficile pour eux de l'accepter et puis il y a aussi une difficulté à se projeter en fait dans le temps et donc on se dit pourquoi pas transposer tout ça justement auprès des parents. Tu peux te demander maintenant de quelle manière tu vas pouvoir générer une valeur monétaire pour pouvoir assurer la pérennité de ton projet. Reprends les différentes sources de revenus qu'on a identifiées juste avant pour te dire de quelle manière je peux l'implémenter moi-même sur mon projet. La dernière chose essentielle pour assurer la pérennité de ton modèle, c'est de fixer un modèle de prix juste. Pour ça, il y a généralement 3 grandes manières qu'on utilise pour fixer son prix. La première méthode peut être par les coûts. Et donc te poser la question de quels sont tes coûts, quels sont les frais que tu vas devoir couvrir, et à partir de là, combien tu dois générer en revenus pour assurer au moins la stabilité de ton modèle. La deuxième manière de fixer son prix est d'étudier le prix de structures déjà existantes qui agissent sur ton secteur, pour pouvoir évaluer une comparaison de ce qui est proposé si tu n'as absolument aucune idée du prix à proposer. Une dernière manière de faire est de demander directement à tes utilisateurs combien ils seraient prêts à payer pour bénéficier de ton produit ou de ton service. On écoute le retour d'expérience de nos 4 fantastiques par rapport à ce sujet. Ça, c'est aussi, on est en train de le calculer. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser le prix de la concurrence déjà, voir par exemple combien coûte un couvert en plastique. C'est même pas 1 centime l'unité. Donc c'est vraiment pas cher. Parce que c'est produit en masse. Et après, on a le bioplastique, qui est notre deuxième concurrent. Donc là, c'est entre 3 et 4 centimes l'unité, à peu près. On a les couverts en bois, qui sont entre 5-6 centimes l'unité. Et les couverts en bambou, qui sont bien plus chers, qui sont entre, je dirais, 15 et 20 centimes l'unité. Et nous, en fait, il faut qu'on arrive à se situer moins cher que le bambou, mais à peu près égal au bois. Après, on a aussi le prix de revient. Combien ça va nous coûter auprès de l'industriel sa production et le pourcentage de marge qu'on va pouvoir se faire. Alors pour définir le prix sur Grapps, des abonnements à 20 € par mois,
on avait difficilement de points de comparaison parce que voilà, il ne s'agissait pas d'un service de covoiturage qu'on pouvait comparer à ce qui existait déjà. Là, consommer des fruits et légumes invendus, c'était un peu nouveau. Donc difficile de définir un pricing, mais clairement on a commencé par c'est quoi nos coûts, combien ça va nous coûter. Donc voilà, la limite basse, on ne pourra pas descendre en dessous de là, parce que sinon on va perdre de l'argent tout simplement. Et en fait, il a été question dans un second temps d'aller questionner nos utilisateurs. Combien est-ce qu'ils seraient prêts en fait à payer pour ce service-là. On a eu la chance de bénéficier d'une étude de pricing en fait, qui avait été réalisée à l'époque par Opinionway, qui est un institut de sondage. On avait eu ça sur concours. Et en fait, ça nous avait permis, via un nombre de répondants assez conséquent, de définir le prix optimal pour le service, qui tournait finalement aux alentours de 20 €. Donc on était plutôt contents, ça validait notre intuition. Aujourd'hui, comment on le fait? On regarde le temps que ça va nous prendre, a priori. On regarde à combien on est en coût horaire. En gros, aujourd'hui, on s'est mis à 80 € par heure. C'est 600 € la journée, mais c'était vraiment... à la louche, parce qu'on a regardé aussi un peu comment se pricer les cabinets de conseil, etc. Et donc on fait un calcul, ça va nous prendre tant de temps, donc ça coûte tant. Moi, je pense qu'il y a une vraie différence entre la valeur perçue et le prix juste. C'est-à-dire, effectivement, il faut qu'on couvre nos charges, mais si ça apporte de la valeur ajoutée, on doit être capable de pouvoir pricer plus que juste ce qui va couvrir notre temps homme. Donc moi, ma réflexion aujourd'hui, c'est comment je délivre assez de valeur pour que même si je dis c'est 10 000 €, c'est 10 000 €. Et en fait, comme ça, on arrête de se prendre la tête avec des calculs un peu de tous les sens. Dire un parcours EasyVie, c'est 10 000 €. Voilà ce que vous avez dedans. Est-ce que vous voulez pas? Pour le plus complet, ce serait la commission. En fait, la commission, je suis parti des coûts, moi. J'ai calculé à combien d'utilisateurs je suis rentable à partir de la moyenne de dons observée dans mon étude de marché. Okay. Donc je sais que je suis rentable à partir de 504 utilisateurs. Et après, je suis allé voir mes assos partenaires. Donc j'ai dit, pour être rentable, il faut que ma commission elle soit entre 15 et 20%. Donc à vous de décider maintenant. Et ils ont fait un sondage, donc on a fait un petit vote comme ça avec un bulletin dans une boîte. Et la moyenne c'était 17,8, donc on s'est permis de l'arrondir à 18. Pour la marque blanche, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un raisonnement en termes de coûts. Donc c'est encore du cas par cas en fait, en fonction des désirs de l'association. Par exemple, si elle veut plus de questions, si elle veut plus de messages, un procédé plus complet avec de la géolocalisation par exemple, ce genre de choses, forcément ça nous revient plus cher, donc c'est plus cher. Ce qui est hyper important également, c'est de demander toi avec quel prix tu es à l'aise, en prenant en compte bien évidemment le temps que tu passes sur ton projet, sachant que tu ne vaux pas plus ou pas moins que quelqu'un d'autre. Maintenant, à toi de bosser toi-même sur les canevas pour travailler et réfléchir sur comment on implémente ça dans ton projet.